Cette histoire est une œuvre de fiction basée sur des faits historiques. Les personnages contemporains, documents et événements ont été créés ou adaptés à des fins de divertissement. L'ère glaciale de novembre 2005 pénétrait jusqu'aux eaux dans les corridors souterrains des Archives nationales de France, rue des Francs-Bourgeois, au cœur du Marais parisien. Marguerite Beaumont, 38 ans, archiviste spécialisée en histoire du XVIIe siècle, descendait prudemment l'escalier de pierre humide qui menait aux sections les plus anciennes et les moins fréquentées du bâtiment. Ses pas résonnaient dans le silence oppressant, accompagnés seulement par le bourdonnement lointain des lampes fluorescentes vieillissantes. Cela faisait 15 ans qu'elle travaillait dans ces archives, et elle pensait avoir exploré chaque recoin de ce labyrinthe de documents historiques. Pourtant, ce matin-là, un appel inhabituel de son supérieur, M. Lavigne, l'avait convoqué pour une tâche urgente et confidentielle. « Marguerite » lui avait-il dit d'une voix grave au téléphone à 6 heures du matin, « nous avons reçu une livraison extraordinaire. Des caisses provenant des archives diocésaines de Paris. Apparemment, elles ont été découvertes lors de travaux de rénovation dans les caves de l'ancien évêché. Personne n'y avait touché depuis des siècles. Je veux que vous soyez la première à les examiner. » Elle arriva devant une lourde porte en bois renforcée de métal, portant simplement l'inscription « Salle 17C ». Marguerite sortit son trousseau de clés, ses mains tremblant légèrement, non pas de froid, mais d'anticipation. Dans son métier, découvrir des documents inédits était aussi rare qu'excitant. C'était comme ouvrir une fenêtre sur un passé oublié. La porte grinça sinistrement en s'ouvrant. À l'intérieur, 4 grandes caisses en bois noircies par le temps étaient posées sur une table métallique. Une fine couche de poussière recouvrait tout. L'odeur de vieux papier moisi et de moisissure envahit ses narines. Marguerite alluma les lampes supplémentaires et enfila ses gants de conservation en coton blanc. Elle s'approcha de la première caisse et souleva délicatement le couvercle. À l'intérieur, des liasses de documents jaunis, certains reliés en cuir craquelé, d'autres simplement attachés par des rubans fanés qui menaçaient de se désintégrer au moindre contact. Elle sortit le premier document avec une précaution infinie. C'était un registre. Sur la page de garde, une inscription en latin à l'encre décolorée. Inquisitionis secretae. Affaire des poisons. Anno Domini. 1679-1682. Le cœur de Marguerite bondit dans sa poitrine. L'affaire des poisons était l'un des plus grands scandales du règne de Louis XIV, impliquant des empoisonnements, des messes noires et des figures de la haute aristocratie. Catherine de Chailly, connue sous le nom de Lavoisin, en avait été la figure centrale, brûlée vive en 1680. Mais ce registre ne ressemblait à aucun document officiel qu'elle connaissait. Il semblait clandestin. Elle tourna délicatement les pages. Des noms, des dates, des témoignages. Puis, soudain, ses yeux se figèrent sur une entrée qui la glaça. Confession scellée de Catherine de Chailly, dite Lavoisin, recueillie en secret par le père Augustin Renard la veille de son exécution, 22 février 1680. Sur ordre direct de l'archevêque, ces écrits ne doivent jamais être révélés. Contenu: aveux concernant des membres du clergé impliqués dans ces activités. Liste des prêtres ayant participé aux cérémonies clandestines. Nom de hauts dignitaires ayant commandé des poisons pour éliminer des rivaux au sein même de l'Église. Marguerite sentit sa respiration s'accélérer. Si ce document était authentique, il révélait quelque chose que l'histoire officielle avait soigneusement occulté, la complicité de l'Église elle-même dans le scandale. Elle continua à lire, les mains tremblantes. La confession détaillait comment certains prêtres avaient non seulement toléré les activités de Catherine de Chailly, mais y avaient activement participé, utilisant ses services pour régler des comptes au sein de la hiérarchie ecclésiastique. Des évêques éliminant des rivaux pour obtenir des promotions, des abbés commandant des poisons pour des héritages, des confesseurs abusant du secret de la confession pour obtenir des informations et du chantage. Plus troublante encore,
Le document mentionnait l'existence d'autres confessions scellées, cachées dans différents lieux à travers Paris, constituant ensemble un témoignage complet que l'Église avait délibérément fragmenté et dissimulé pour protéger sa réputation. Marguerite passa les heures suivantes à examiner les autres caisses. Elle découvrit des lettres, des listes codées, des témoignages de complices qui n'apparaissaient dans aucun procès-verbal officiel. L'un des documents la troubla particulièrement. Un plan de Paris daté de 1680 avec des croix marquées à différents endroits de la ville. À côté de chaque croix, une inscription cryptique « Liber mortis I, Liber mortis II » jusqu'à « Liber mortis fille », les livres de la mort, 5 confessions séparées, cachées dans 5 lieux différents de Paris. Lorsqu'elle remonta à la surface, 6 heures plus tard, l'après-midi déclinait déjà. Paris baignait dans la lumière grise de novembre. Marguerite se rendit directement au bureau de M. Lavigne, ses photocopies serrées contre sa poitrine. « Monsieur, dit-elle en entrant sans frapper, nous devons parler. Ces documents, ils changent tout ce que nous savons sur l'affaire des poisons. » Lavigne, un homme corpulent d'une 60aine d'années aux cheveux gris clairsemés, leva les yeux de son ordinateur. Son regard s'assombrit en voyant l'expression de Marguerite. « Fermez la porte », ordonna-t-il calmement. Elle obéit et s'assit en face de lui, étalant les copies sur le bureau. Pendant 20 minutes, elle lui expliqua sa découverte. Lavigne l'écouta en silence, son visage devenant de plus en plus grave. « Marguerite, dit-il finalement en se frottant les tempes, vous réalisez les implications de ce que vous venez de me montrer. Bien sûr, c'est une découverte historique majeure. Non, la coupa-t-il sèchement, c'est une bombe politique. L'Église catholique est toujours une institution puissante en France. Révéler que ses ancêtres ont participé activement à des empoisonnements, des meurtres et des cérémonies sacrilèges, puis ont dissimulé les preuves pendant plus de 3 siècles. Il laissa sa phrase en suspens. Marguerite sentit un frisson la parcourir. Vous suggérez que nous ne devrions pas publier cette découverte ? Lavigne soupira profondément. Je suggère que nous devons être extrêmement prudents. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons vérifier l'authenticité de ces documents. Datation au carbone, analyse de l'encre, comparaison avec des documents connus de la même période. Et nous devons en informer discrètement les autorités compétentes. Mais les autres confessions, insista Marguerite, le plan indique qu'il y en a 4 autres cachées quelque part à Paris. Si nous pouvions les retrouver... Non, dit Lavigne fermement. Vous ne ferez rien de tel. Votre rôle est de cataloguer et d'authentifier ce que nous avons ici. Rien de plus. C'est un ordre, Marguerite. Elle le fixa, incrédule. Vous me demandez d'ignorer la plus grande découverte de ma carrière. Je vous demande d'être patiente et professionnelle. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Il y a des forces en jeu que vous ne comprenez pas, des intérêts qui dépassent largement le cadre académique. Marguerite quitta le bureau, frustrée et troublée. En rentrant chez elle ce soir-là, dans son appartement du 11e arrondissement, elle ne pouvait s'empêcher de repenser au plan de Paris et aux emplacements marqués. L'un d'eux était proche, si proche. Une croix marquée dans le quartier du Marais, à quelques rues des Archives nationales. Elle sortit le plan photocopié et l'étala sur sa table de cuisine. À côté de cette croix particulière, une annotation « Liber mortis II, sub ecclesia sancti Pauli » sous l'église Saint-Paul, l'église Saint-Paul-Saint-Louis, rue Saint-Antoine, à 15 minutes à pied de chez elle. Marguerite se servit un verre de vin rouge et s'assit fixant le plan. Devait-elle obéir à Lavigne et attendre, ou devait-elle suivre son instinct d'historienne et chercher la vérité, où qu'elle mène? La nuit tomba sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient à travers sa fenêtre. Marguerite prit sa décision. Demain, après le travail, elle irait à l'église Saint-Paul-Saint-Louis, juste pour voir, juste pour savoir si le document était authentique ou une élaboration fantaisiste. Elle ne pouvait pas imaginer que cette décision allait mettre sa vie en danger, la plonger dans un monde de secrets centenaires, de conspiration et de mort.
que ce qu'elle découvrirait transformerait non seulement sa compréhension de l'histoire, mais révélerait des vérités que certains étaient prêts à tout pour garder enfouies. Dans son lit cette nuit-là, incapable de dormir, Marguerite repensait aux dernières lignes de la confession de Catherine Deschays qu'elle avait lue. « Ils me brûleront demain, mais mes secrets survivront. La vérité est dispersée comme les cendres, mais elle peut être reconstituée. Que Dieu pardonne à ceux qui ont utilisé ma main pour leurs péchés, car je ne leur pardonnerai jamais. Les noms sont écrits, les preuves sont cachées. Un jour, quelqu'un les trouvera. Et ce quelqu'un, se dit Marguerite en fixant le plafond dans l'obscurité, serait peut-être elle. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Le lendemain soir, Marguerite se tenait devant l'imposante façade baroque de l'église Saint-Paul-Saint-Louis. La nuit était tombée rapidement, en ce mois de novembre 2005, et les réverbères jetaient des ombres dansantes sur les colonnes et les statues qui ornaient l'entrée. L'église, construite au début du XVIIe siècle pour les jésuites, avait été témoin de siècles d'histoire parisienne. Elle avait passé la journée aux archives nationales à faire semblant de travailler normalement, mais son esprit était ailleurs. La vigne l'avait évité, ce qui l'avait rendue encore plus déterminée. Avant de partir, elle avait discrètement scanné d'autres documents des caisses mystérieuses, construisant peu à peu une image plus complète de la conspiration. Catherine Deschays n'avait pas été simplement une empoisonneuse travaillant seule. Elle avait été au centre d'un réseau qui s'étendait des bas-fonds de Paris jusqu'aux plus hauts échelons de la société et de l'Église. Les prêtres qui participaient à ces messes noires ne le faisaient pas tous par perversion. Certains étaient contraints, d'autres chantaient, d'autres encore agissaient sur ordre de leurs supérieurs pour obtenir des informations ou accomplir des missions secrètes. Le document le plus troublant qu'elle avait trouvé était une lettre de l'archevêque de Paris de l'époque, François de Harlay de Champvallon, ordonnant explicitement la suppression de toutes les preuves impliquant des membres du clergé. « L'Église ne peut survivre à un tel scandale », écrivait-il. « Que la voisin emporte nos secrets dans les flammes, et que ses confessions soient fragmentées et cachées où personne ne les trouvera jamais. » Coutoutu. Marguerite poussa la lourde porte de bois de l'église. L'intérieur était plongé dans la pénombre, éclairé seulement par quelques cierges et des veilleuses. L'odeur d'encens et de cire flottait dans l'air. Ses pas résonnèrent sur le sol de marbre, alors qu'elle avançait dans la nef. Un prêtre âgé arrangeait des fleurs près de l'autel. Il leva les yeux à son approche. « Bonsoir, ma sœur, » dit-il avec un sourire bienveillant. « Vous venez pour la prière du soir? Elle est terminée, mais l'église reste ouverte encore une demi-heure. »« Bonsoir, mon père, » répondit Marguerite en s'efforçant de paraître détendue. « En fait, je suis historienne. Je fais des recherches sur l'architecture de l'église. J'aurais aimé, si possible, voir les parties les plus anciennes du bâtiment. Les cryptes, peut-être ?» Le prêtre fronça légèrement les sourcils. « Les cryptes, elles ne sont pas ouvertes au public. Elles servent principalement de stockage maintenant. »« Je comprends, » dit Marguerite en sortant sa carte professionnelle des archives nationales. « Je travaille sur un projet de documentation des églises historiques de Paris. Cela prendrait seulement quelques minutes. » Le prêtre examina la carte, puis Marguerite, visiblement hésitant. Finalement, il soupira. « D'accord. Mais soyez rapide, s'il vous plaît. Et faites attention. Les escaliers sont raides et l'éclairage est médiocre. » Il la conduisit vers une porte latérale dissimulée derrière un confessionnal en bois sculpté. De là, un escalier en colimaçon descendait dans l'obscurité. Le prêtre lui tendit une lampe torche et lui indiqua l'interrupteur au bas des marches. « Je dois terminer mon travail ici, » dit-il. « Venez me retrouver quand vous aurez fini, et ne touchez à rien, s'il vous plaît. » Marguerite descendit prudemment, la lampe torche balayant les murs de pierre humide. L'escalier semblait sans fin, s'enfonçant dans les entrailles de l'église. Enfin, elle atteignit le sol. Elle trouva l'interrupteur et des ampoules nues s'allumèrent, jetant une lumière jaunâtre sur ce qui ressemblait à un dédale de voûte médiévale. La crypte était un espace vaste et labyrinthique, rempli de vieux meubles d'église, de statues endommagées et de caisses poussiéreuses. Elle sortit le plan photocopié de son sac. Selon les annotations,
Le document devait être sub ecclesia, sous l'église, in muro septentrionali, dans le mur nord. Elle s'orienta tant bien que mal, cherchant le mur nord de la crypte. Ses pas résonnaient sur les dalles froides. L'humidité était palpable, et elle sentait le poids de plusieurs siècles d'histoire peser sur elle. Le mur nord était couvert de niches et de petites alcôves. Marguerite commença à les examiner systématiquement, cherchant « Et quoi exactement? Une cachette? Une inscription ?» Elle ne savait pas précisément, mais quelque chose lui disait qu'elle le reconnaîtrait quand elle le verrait. C'est alors qu'elle remarqua une anomalie. L'une des pierres du mur, à hauteur d'épaule, portait une marque gravée presque invisible, une croix à 8 branches, le symbole des Templiers. Curieux. Les Jésuites avaient construit cette église longtemps après la dissolution de l'ordre du Temple. Pourquoi ce symbole serait-il là? Elle appuya sur la pierre. Rien. Elle essaya de la faire tourner. Rien. Puis, en examinant plus attentivement le motif, elle remarqua de minuscules encoches autour de la croix. On aurait dit des lettres, usées par le temps, mais toujours là. Elle sortit son téléphone portable et utilisa l'appareil photo pour agrandir l'image. Les lettres formaient un mot latin « veritas », vérité. Marguerite appuya sur chacune des branches de la croix dans l'ordre correspondant aux lettres du mot « V-E-R-I-T-A-S ». Au 7e appui, elle entendit un déclic mécanique étouffé. Un pan du mur de pierre, d'environ 60 cm de côté, glissa vers l'intérieur de quelques centimètres, révélant qu'il s'agissait en réalité d'une porte camouflée. Marguerite sentit son cœur battre la chamade. Avec précaution, elle tira sur le bord de la pierre, et la porte pivota complètement, dévoilant une petite cavité sombre. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu huilé noirci par le temps, se trouvait un paquet. Marguerite le sortit délicatement. Ses mains tremblaient. Elle déroula le tissu avec une extrême précaution. C'était un livre, relié en cuir noir, fermé par des attaches de métal terni. Sur la couverture, gravé en lettres d'or presque effacées, Liber Mortis II, Confessio C. Desailles, elle l'avait trouvé. La deuxième confession de Catherine d'Etchaï. Marguerite ouvrit le livre avec révérence. Les pages de parchemin étaient couvertes d'une écriture serrée en français du XVIIe siècle. Elle commença à lire à la lumière de sa lampe torche, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Moi, Catherine Deschaise, veuve mon voisin, dite la voisin, condamnée à être brûlée vive demain au lever du soleil, j'écris cette confession de ma main, dictée au père Augustin Renard, qui seul a eu la charité de m'écouter en cette dernière nuit. Ce que je vais révéler mettra en péril l'Église elle-même, car j'ai servi non seulement les nobles et les courtisans, mais aussi ceux qui prétendent servir Dieu. Mes poisons ont coulé dans les veines des justes et des injustes, commandés par des mains pieuses autant que par des mains criminelles. Voici les noms que l'on me force à taire au procès, car leur révélation causerait un scandale sans précédent. L'abbé Mariette, de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui m'a fourni l'accès aux substances sacrées nécessaires à mes cérémonies, et qui a lui-même participé à 17 de mes messes. Il cherchait à éliminer l'abbé Leboeuf, son rival, pour la direction de l'abbaye. Le poison lui a été livré en mars 1678. L'abbé Leboeuf est mort en juin de la même année. Le chanoine Davot, confesseur de plusieurs nobles dames qui utilisaient les secrets obtenus en confession pour faire chanter ses pénitentes et les forcer à lui acheter mes potions d'amour ou mes services. Il a commandé 4 poisons entre 1676 et 1679. Monseigneur Étienne Guibourg, que tous connaissent, mais dont la vraie identité comme agent de l'archevêché n'a jamais été révélée. Il était censé m'infiltrer et me surveiller, mais il s'est laissé corrompre par l'argent et le pouvoir que mes services lui apportaient. La liste continuait page après page, nom, date, crimes détaillés, mais ce n'était pas le pire. Plus loin dans le livre, Marguerite découvrit quelque chose qui la fit frissonner. L'archevêque lui-même connaissait mes activités depuis le début. Il m'a fait surveiller, puis a décidé de m'utiliser comme instrument. Quand des prêtres devenaient gênants,
Quand des rivaux devaient être éliminés, c'est à moi qu'on faisait appel. J'étais devenu l'épée secrète de l'Église contre elle-même. Mais j'ai commis l'erreur de servir la maîtresse du roi. Cela, il ne pouvait le tolérer. Pas parce que c'était immoral, mais parce que cela rendait l'affaire trop visible. Alors, ils ont décidé de me sacrifier, de me faire brûler comme une sorcière pour que tous les secrets brûlent avec moi. Mais je me suis préparé. 5 confessions dispersées à travers Paris. 5 témoignages de la corruption de ceux qui prétendent être purs. Si jamais quelqu'un les retrouve toutes, l'Église tremblera. Marguerite était tellement absorbée par sa lecture qu'elle n'entendit pas les pas qui descendaient l'escalier. Ce n'est que lorsqu'une voix résonna dans la crypte qu'elle sursauta violemment. « Mademoiselle Beaumont ?» Elle leva les yeux. Ce n'était pas le vieux prêtre qui l'avait fait entrer. C'était un homme plus jeune, la quarantaine, vêtu d'un costume noir, impeccable. 2 autres hommes l'accompagnaient, tous 2 solidement bâtis. « Je suis le père Vincent Castellane », dit l'homme en s'approchant lentement. « Je suis chargé des archives historiques du diocèse de Paris. On m'a informé de votre visite. » Marguerite serra le livre contre elle, instinctivement. « Je suis archiviste aux archives nationales. Je fais des recherches légitimes. » En pénétrant dans une zone restreinte et en ouvrant une cache secrète, le ton du père Castellane était doux, mais ferme. « Je ne pense pas que cela relève des recherches légitimes. Ce document appartient à l'histoire de France, » répliqua Marguerite en reculant. « Il doit être étudié, authentifié, rendu public. » « Ce document, » dit Castellane en tendant la main, « appartient à l'Église, et il restera là où il doit rester, dans l'obscurité, pour le bien de tous. »« Pour le bien de l'Église, vous voulez dire ?» rétorqua Marguerite. « Combien de temps encore allez-vous cacher la vérité ? Catherine Deschaillès a été exécutée il y a plus de 300 ans, et ces mensonges ont causé assez de dégâts à l'époque, » répondit Castellane. « Nous ne permettrons pas qu'ils en causent davantage aujourd'hui. » Mensonge. Marguerite sentit la colère monter en elle. « Vous avez même lu ces documents ? Ce sont des confessions détaillées, avec des noms, des dates, des preuves, des accusations d'une femme condamnée, désespérée, probablement torturée, » dit Castellane d'une voix calme. « Des inventions destinées à se venger de ceux qu'elle pensait l'avoir trahi. Rien de plus. Alors pourquoi les avoir cachés si soigneusement ?» défia Marguerite. « Pourquoi ce mécanisme secret, ce symbole templier, toute cette élaboration, si ce ne sont que des mensonges sans valeur ?» Castellane soupira. « Mademoiselle Beaumont, je ne souhaite pas vous causer de problème. Remettez-moi le livre, et nous oublierons cet incident. Vous pourrez retourner à votre travail aux archives. Personne n'a besoin de savoir que vous êtes venu ici. » Marguerite regarda le livre dans ses mains, puis les 3 hommes qui lui bloquaient la sortie. Elle était prise au piège, mais dans sa poche, son téléphone portable était resté allumé. Avant de descendre, elle avait eu la présence d'esprit d'envoyer un message à son collègue et ami, Thomas Garnier, lui expliquant où elle allait et pourquoi. « D'accord, » dit-elle finalement en tendant le livre. « Prenez-le. » Castellane s'avança et prit le livre avec précaution, comme s'il manipulait une bombe. « Vous avez fait le bon choix. »« Est-ce que je peux partir maintenant ?»« Bien sûr, » dit Castellane en s'écartant légèrement, « mais je dois vous avertir. Si vous parlez de ceci à qui que ce soit, si vous tentez de retourner chercher les autres confessions, les conséquences seront sérieuses. L'Église protège ses intérêts, mademoiselle Beaumont, depuis des siècles. Nous sommes très bons à cela. » C'était une menace à peine voilée. Marguerite sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne vertébrale. Elle passa devant les 3 hommes et remonta l'escalier aussi rapidement que la prudence le permettait. Le vieux prêtre n'était nulle part en vue dans l'église. Elle sortit dans la nuit parisienne, respirant l'air froid à plein poumon. Ses mains tremblaient. Elle avait été naïve de penser qu'elle pourrait simplement trouver ces documents et les révéler sans conséquence. Il y avait des forces en jeu, des intérêts puissants qui ne voulaient pas que la vérité soit révélée. Mais alors qu'elle marchait rapidement dans les rues sombres du Marais, retournant vers son appartement, une pensée lui vint. Elle n'avait pas les mains complètement vides. Pendant qu'elle lisait le livre, avant l'arrivée de Castellane,
Elle avait pris une douzaine de photos des pages les plus importantes avec son téléphone. Les noms, les détails, les accusations les plus graves, tout était sauvegardé dans sa mémoire numérique. Et Thomas, elle lui avait tout expliqué. Si quelque chose lui arrivait, il saurait quoi faire. De retour dans son appartement, Marguerite verrouilla soigneusement sa porte et envoya immédiatement les photos à Thomas avec un long message détaillant tout ce qui s'était passé. Puis, elle s'assit à sa table de cuisine avec un verre de vin et le plan de Paris, étudiant les emplacements des 3 autres confessions. Elle avait trouvé la deuxième. 3 restaient à découvrir. Et maintenant, elle savait qu'elle ne serait pas seule dans cette quête. L'Église aussi chercherait à sécuriser ces documents avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. La course avait commencé. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident à l'église Saint-Paul. Marguerite n'était pas retournée travailler aux archives nationales. Elle avait appelé Lavigne pour prendre quelques jours de congé prétextant une grippe. En réalité, elle était terrifiée. Chaque bruit dans le couloir de son immeuble la faisait sursauter. Elle vérifiait constamment que personne ne la suivait dans la rue. Thomas Garnier, son collègue et ami depuis 10 ans, était venu la voir le lendemain de sa mésaventure. C'était un homme de 42 ans, méticuleux et prudent, spécialisé dans la vérification de l'authenticité des documents historiques. Ils avaient travaillé ensemble sur de nombreux projets et Marguerite lui faisait entièrement confiance. « Tu es sûr que tu veux continuer ?» lui avait-il demandé en examinant les photos sur son téléphone. « Ces gens ne plaisantent pas. Si l'Église veut vraiment garder ça secret, c'est justement pour ça qu'il faut continuer, » avait répondu Marguerite avec détermination. « S'ils font autant d'efforts pour cacher la vérité, c'est qu'elle est importante, explosive. » Thomas avait soupiré mais n'avait pas tenté de la dissuader davantage. Il connaissait son obstination. « D'accord, alors faisons-le bien, méthodiquement et prudemment. » Ils avaient passé ces 3 jours à analyser le plan et les documents. Thomas avait identifié les 2 emplacements les plus accessibles pour les prochaines confessions, l'une sous l'ancien couvent des Bénédictines dans le 5e arrondissement, maintenant converti en appartement privé, l'autre dans les catacombes, dans une section rarement visitée. Mais ce qui les avait le plus troublés, c'était une découverte que Thomas avait faite en analysant soigneusement les photos. En agrandissant l'une des pages, il avait remarqué quelque chose que Marguerite avait manqué dans la pénombre de la crypte. Une note marginale, ajoutée d'une main différente, apparemment des décennies après la confession originale. L'annotation disait « Vérifier identité CB, baptême 1640, paroisse Saint-Gervais, CB, Catherine Beaumont, suivi d'une date, 1640. Regarde ça, avait dit Thomas en montrant l'image agrandie à Marguerite. Beaumont, comme ton nom de famille. Mais c'est une coïncidence, avait répondu Marguerite en haussant les épaules. Beaumont est un nom assez commun en France. Peut-être, avait dit Thomas d'un air dubitatif, mais cette annotation suggère qu'ils vérifièrent quelque chose, comme si l'identité de cette Catherine Beaumont était importante. Intrigués, ils étaient allés aux archives paroissiales de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais. Après des heures de recherche dans les registres numérisés du XVIIe siècle, ils avaient trouvé l'acte de baptême. Catherine Beaumont, née le 3 avril 1640, fille de Jean Beaumont, marchand, et de Marie Colbert. Colbert, avait murmuré Thomas. Le même Colbert qui... Le ministre de Louis XIV, avait complété Marguerite, le cœur battant. Jean-Baptiste Colbert. Ils avaient continué à creuser. Catherine Beaumont avait épousé un certain Antoine Deschaillès en 1660. Antoine Deschaillès. Elle avait changé son nom pour Catherine Deschaise après son mariage. Puis, après la mort de son mari, elle avait épousé Antoine Monvoisin, devenant ainsi Catherine Monvoisin, ou Lavoisin, comme on l'appelait. « Attends, » avait dit Marguerite, la tête lui tournant. « Tu es en train de me dire que Lavoisin, Catherine Deschaise, était née... Beaumont ?» Thomas avait hoché lentement la tête. « Et Colbert. Sa mère était une Colbert.
Peut-être pas de la branche principale de la famille, mais quand même, pourquoi ce détail n'apparaît-il dans aucun livre d'histoire? Parce qu'il a été effacé, avait répondu Thomas en montrant d'autres documents. Regarde, tous les actes officiels du procès ne mentionnent que son nom marié, rien sur sa famille d'origine, rien sur les Beaumont ou les Colbert. C'est comme si on avait délibérément supprimé cette information. Marguerite s'était assise, abasourdie. Pourquoi? Réfléchis, avait dit Thomas. Colbert était l'un des hommes les plus puissants de France, proche conseiller du roi. Si on révélait qu'une empoisonneuse notoire, une sorcière, était liée à sa famille, même de loin, ça aurait été un scandale énorme, non seulement pour les Colbert, mais pour le roi lui-même. Alors ils ont effacé ses origines, ils ont fait d'elle une simple roturière, une criminelle sans connexion. Exactement. Mais ce n'était pas tout. En continuant leurs recherches dans les registres paroissiaux et les archives municipales, ils avaient découvert quelque chose d'encore plus troublant. La lignée des Beaumont avait continué après Catherine. Elle avait eu une fille, Marguerite Monvoisin, qui avait également été arrêtée lors de l'affaire des poisons mais mystérieusement relâchée et dont on avait perdu la trace après 1680. Thomas avait tracé la lignée aussi loin que possible. Les Beaumont s'étaient dispersés à travers la France, changeant parfois de nom, mais la ligne était restée traçable dans les registres paroissiaux, les actes de mariage, les testaments. Et cette ligne menait, 325 ans plus tard, directement à Marguerite Beaumont. « Non !» avait dit Marguerite en secouant la tête. « C'est impossible. C'est une coïncidence incroyable. » « Les coïncidences n'existent pas en histoire, » avait répondu Thomas doucement. « Pas comme ça. Tu es une descendante directe de Catherine Deschaze, la voisin, à la 9e ou 10e génération, mais une descendante quand même. » Marguerite avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Toute sa vie, elle avait étudié l'histoire du XVIIe siècle, fascinée par l'affaire des poisons, sans jamais imaginer qu'elle y était personnellement liée. C'était comme si tout, sa carrière, sa spécialisation, sa présence aux archives nationales le jour de l'arrivée de ces caisses mystérieuses, avait été guidé par une main invisible. « Il y a plus », avait dit Thomas, en sortant un autre document. « J'ai trouvé ça dans les archives diocésaines numérisées. C'est une lettre de l'archevêque Harlay, datée de 1682, 2 ans après l'exécution de la voisine. Il avait lu à voix haute: « La fille de la sorcière a été exilée en province sous une nouvelle identité. Ses descendants ne doivent jamais connaître leur héritage. Les confessions de la mère sont scellées et dispersées. Si jamais un Beaumont cherche la vérité, cela sera un signe que les secrets veulent être révélés. Dans ce cas, l'Église devra décider, continuer à les garder ou les détruire définitivement. » Le silence qui avait suivi cette lecture avait été pesant. Marguerite avait compris alors que sa découverte des caisses n'était pas un accident. Quelqu'un, quelque part, avait voulu que ces documents soient trouvés. Peut-être quelqu'un au sein de l'Église elle-même, quelqu'un qui pensait qu'après 3 siècles, la vérité méritait d'être connue. Ou peut-être était-ce un piège, un moyen d'identifier qui chercherait ces secrets pour mieux les éliminer. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» avait demandé Thomas. Marguerite avait respiré profondément. On continue, on trouve les autres confessions, et on découvre toute la vérité, non seulement sur ce que l'Église a caché, mais sur qui je suis vraiment, sur mon ancêtre. Ce soir-là, le 4e jour après l'incident de Saint-Paul, Marguerite était assise seule dans son appartement, le plan de Paris étalé devant elle. Thomas était parti préparer leur prochaine expédition dans les catacombes, prévue pour le lendemain. Elle fixait le nom écrit en haut de l'arbre généalogique qu'ils avaient reconstitué. Catherine Beaumont, 1640-1680. Son ancêtre, une femme que l'histoire avait peinte comme un monstre, une empoisonneuse, une sorcière. Mais qui était-elle vraiment ? Une criminelle assoiffée de pouvoir, ou une victime d'un système corrompu, utilisé puis sacrifié pour protéger les puissants. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle regarda l'heure, 22h30, trop tard pour une visite innocente. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle s'approcha prudemment de la porte et regarda à travers le judas.
C'était Lavigne, son supérieur des archives nationales. Il avait l'air agité, nerveux. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il craignait d'être suivi. Marguerite ouvrit la porte. « Monsieur Lavigne, que faites-vous ici ?» Il entra rapidement et elle referma la porte derrière lui. « Marguerite, nous devons parler. Vous êtes en grand danger. »« Je sais, » dit-elle. « L'église, ce n'est pas seulement l'église, » la coupa-t-il. « Asseyez-vous. Ce que je vais vous dire va tout changer. » Ils s'assirent à la table de la cuisine. Lavigne remarqua le plan et l'arbre généalogique. Son visage pâlit. « Vous avez découvert, » murmura-t-il. « Vous savez qui vous êtes. »« Vous le saviez ?» demanda Marguerite, choquée. Lavigne hocha la tête lentement. « Quand vous avez postulé aux Archives nationales il y a 15 ans, j'ai fait des recherches sur tous les candidats. Vérification standard. Votre nom m'a intrigué. J'ai creusé un peu. Pas autant que vous et Thomas l'avez fait, mais assez pour comprendre la connexion. Et vous ne m'avez rien dit. Ce n'était qu'une curiosité historique. Du moins, je le pensais. » Il passa une main fatiguée sur son visage. « Marguerite, ces caisses qu'on a reçues, elles n'ont pas été découvertes par accident lors de travaux de rénovation. » Marguerite sentit un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elles ont été envoyées délibérément par quelqu'un du diocèse qui voulait que ces documents soient trouvés, mais pas par n'importe qui, par vous. Comment est-ce possible ?» Lavigne sortit une enveloppe de sa poche intérieure. « Ceci est arrivé aujourd'hui, adressé à moi personnellement. » Il la tendit à Marguerite. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre manuscrite sur du papier de qualité. « Monsieur Lavigne, vous vous demandez certainement pourquoi les caisses ont été envoyées précisément maintenant, précisément à vos archives, où travaille mademoiselle Beaumont. Ce n'est pas un hasard. Je suis le cardinal Mercier, archiviste principal du diocèse de Paris. J'ai 82 ans et je suis mourant. Un cancer. Quelques mois tout au plus. Avant de partir, je veux réparer une injustice qui dure depuis trop longtemps. Il y a 50 ans, quand j'étais jeune prêtre, on m'a confié le secret des confessions de la voisin. On m'a ordonné de les protéger, de m'assurer qu'elles ne seraient jamais révélées. J'ai obéi toute ma vie. Mais maintenant, face à la mort, je me rends compte que garder ces secrets n'a servi qu'à protéger la corruption et la lâcheté. J'ai suivi la lignée des Beaumont pendant des décennies. Quand j'ai découvert que Marguerite Beaumont travaillait aux Archives nationales, spécialisée précisément dans cette période historique, j'y ai vu un signe de la Providence. Elle a le droit de connaître son héritage, et le monde a le droit de connaître la vérité. Les caisses contiennent la première confession et le plan des 4 autres. C'est intentionnel. Je veux qu'elle les trouve toutes. Je veux que la vérité soit enfin révélée. Mais soyez prévenus. D'autres, au sein de l'Église, ne partagent pas mon point de vue. Le père Castellane et ses hommes feront tout pour empêcher ces révélations. Ils croient protéger l'Église. En réalité, ils protègent ses mensonges. Aidez-la, monsieur Lavigne. Protégez-la si vous le pouvez. L'histoire le demande. Cardinal Jean-Louis Mercier. Marguerite finit de lire, les larmes aux yeux. Tout ça, tout était prévu, orchestré. Par un homme qui voulait la rédemption avant de mourir, dit Lavigne doucement. Marguerite, vous devez comprendre ce que cela signifie. Si le cardinal Mercier voulait que ces documents soient révélés, d'autres voudront les détruire, et vous avec, si nécessaire. Pourquoi ne pas simplement les rendre publics lui-même ? Parce qu'il n'aurait jamais été cru. Un vieil homme mourant faisant des accusations contre l'Église qu'il a servi toute sa vie, on l'aurait accusé de sénilité, de délire causé par la maladie. Mais vous êtes une archiviste respectée, sans lien apparent avec l'Église. Si vous trouvez ces documents et les authentifiez selon les procédures scientifiques, personne ne pourra nier leur validité. Marguerite comprit alors l'ampleur de ce qui se jouait. Elle n'était pas simplement une historienne poursuivant une découverte fascinante. Elle était devenue, malgré elle, le pivot d'une bataille entre ceux qui voulaient la vérité et ceux qui voulaient continuer à la cacher. « Où est le cardinal Mercier maintenant ?» demanda-t-elle. « Il est mort » répondit Lavigne gravement. « Hier, je l'ai appris ce matin.
La lettre a été postée 2 jours avant sa mort. Le silence tomba dans la petite cuisine. Dehors, Paris vivait sa vie nocturne, inconscient du drame qui se jouait dans cet appartement du 11e arrondissement. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda finalement Marguerite. Lavigne la regarda avec une expression mêlée d'admiration et d'inquiétude. « Vous devez terminer ce que le cardinal a commencé. Trouvez les autres confessions, documentez-les, rendez-les publiques, mais soyez extrêmement prudente. Castellane ne reculera devant rien pour vous arrêter. Vous m'aiderez? Autant que je le peux sans compromettre les archives, répondit-il. Mais oui, je crois que la vérité doit être connue, même si elle est terrible, surtout si elle est terrible. Après le départ de Lavigne, Marguerite resta longtemps assise, regardant l'arbre généalogique. Elle traça du doigt la ligne qui menait de Catherine Beaumont en 1640 jusqu'à elle-même en 2005. 3 siècles, 9 générations. Et maintenant, le cercle se fermait. Elle pensa à son ancêtre, brûlée vive sur la place de Grève un matin de février 1680. Qu'avait-elle ressenti en voyant les flammes s'approcher? Avait-elle eu peur? S'était-elle repentie ou avait-elle été satisfaite de savoir que ses secrets survivraient, attendant le jour où quelqu'un, peut-être quelqu'un de son propre sang, les découvrirait? Marguerite prit sa décision. Demain, elle et Thomas entreraient dans les catacombes pour chercher la 3e confession. Et ils ne s'arrêteraient pas avant d'avoir trouvé les 5, peu importaient les risques. Catherine de Chaille avait attendu 325 ans pour que son histoire soit racontée. Il était temps que le monde l'entende. L'entrée officielle des catacombes de Paris, place d'Enfer Rochereau, fermait à 20h. Mais Thomas connaissait une autre entrée, non surveillée et rarement utilisée, dans le sous-sol d'un immeuble abandonné du 14e arrondissement. C'était par là qu'ils pénétrèrent dans le labyrinthe souterrain à 23h, le 5e jour après la découverte initiale. Marguerite et Thomas étaient équipés de lampes frontales, de sacs à dos contenant de l'eau, des outils et du matériel de documentation photographique. Thomas avait également apporté une bombe de peinture fluorescente pour marquer leur chemin. Les catacombes étaient un dédale de plus de 300 kilomètres de tunnels, et se perdre était une réelle possibilité. L'air était immédiatement plus froid et plus humide sous terre. L'odeur de calcaire et de terre ancienne les enveloppa. Leurs lampes projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre taillée. Ils avançaient en silence, conscients que leur présence ici était illégale et que les cataphiles, ces explorateurs clandestins des catacombes, n'étaient pas les seuls à errer dans ces tunnels. La police y faisait occasionnellement des patrouilles. Selon le plan, la 3e confession, Liber Mortis III, était cachée dans l'ossuaire principal, dans une section appelée la rotonde des tibias. C'était une des parties les plus anciennes et les plus ornées des catacombes, où les os avaient été arrangés en motifs décoratifs macabres par les ouvriers du XVIIIe siècle qui avaient transféré les restes des cimetières parisiens surpeuplés. « On y est presque », murmura Thomas après 40 minutes de marche à travers les tunnels. « Encore 200 mètres selon mes calculs. » Soudain, Marguerite s'arrêta. « Tu entends ça ?» Ils éteignirent leurs lampes et écoutèrent dans l'obscurité totale. Des voix, lointaines mais distinctes, et des lumières qui dansaient au loin. « Merde !» siffla Thomas. « Des cataphiles. Ou pire, on continue, » décida Marguerite. « On est trop près pour abandonner maintenant. » Ils rallumèrent leurs lampes en mode faible et avancèrent plus prudemment. Les voix semblaient se rapprocher. Marguerite distinguait maintenant qu'elle parlait en français, au moins 3 personnes, peut-être 4. Ils atteignirent l'entrée de la rotonde des tibias. C'était une chambre circulaire d'environ 10 mètres de diamètre, dont les murs étaient entièrement recouverts d'ossements humains arrangés en motifs géométriques. Des crânes formaient des rosaces, des tibias s'entrelaçaient en colonnes, des fémurs créaient des arches. C'était à la fois fascinant et terrifiant. « Où est-ce qu'on cherche ?» demanda Thomas en balayant la pièce de sa lampe.
Marguerite sortit le plan. L'annotation disait « Sub signo mortis », sous le signe de la mort. Elle examina les murs, cherchant un motif différent, un symbole qui se démarquerait. C'est alors qu'elle le vit. Sur le mur opposé à l'entrée, au milieu d'un arrangement de crânes en forme de croix, un crâne était légèrement différent. Plus ancien, plus petit, et sur son front, quelqu'un avait gravé un symbole. La même croix à 8 branches qu'elle avait vue à Saint-Paul. « Là !» dit-elle en pointant. Ils s'approchèrent. Le crâne était enchâssé dans le mur, maintenu en place par du mortier ancien. Marguerite examina les bords. Avec précaution, elle commença à gratter le mortier avec un petit couteau qu'elle avait apporté. Les voix se rapprochaient encore. Marguerite travaillait plus vite, son cœur battant la chamade. Le mortier était vieux et friable. Il céda relativement facilement. En quelques minutes, elle put retirer le crâne. Derrière, une cavité. Et dedans, enveloppé dans du tissu huilé identique à celui de Saint-Paul, un autre livre. « Je l'ai !» souffla-t-elle triomphalement. « Parfait !» dit Thomas. « Maintenant, on doit sortir d'ici avant que... » Une lumière puissante les inonda soudain. Ils se retournèrent, aveuglés. Plusieurs silhouettes se tenaient à l'entrée de la rotonde. « Ne bougez pas !» ordonna une voix familière. La lumière baissa légèrement. Marguerite reconnut le père Castellane et ses 2 accompagnateurs de Saint-Paul, plus 2 autres hommes en tenue sombre. « Je vous avais prévenu, mademoiselle Beaumont, » dit Castellane en s'avançant dans la rotonde. « Les conséquences seraient sérieuses. »« Vous nous suivez » demanda Thomas. « Depuis l'église Saint-Paul, » confirma Castellane. « Nous savions que vous ne vous arrêteriez pas. Nous espérions que vous nous mèneriez aux autres confessions. Merci de votre coopération involontaire. »« Ce sont des documents historiques, » dit Marguerite en serrant le livre contre elle. « Ils appartiennent au patrimoine. Vous n'avez aucun droit. »« Nous avons tous les droits, » la coupa Castellane fermement. « Ces documents concernent l'Église. Ils contiennent des allégations diffamatoires contre des serviteurs de Dieu. Même s'ils datent de 3 siècles, leur publication causerait un tort immense. »« Un tort à qui ?» cria presque Marguerite. « À des hommes morts depuis longtemps, ou à l'image que l'Église veut présenter. » Castellane soupira. « Vous ne comprenez pas. L'Église catholique est déjà attaquée de toutes parts. Scandale d'abus, contestation de son autorité morale, déclin de la foi. Si nous ajoutons à cela la révélation que, il y a 3 siècles, des membres du clergé étaient impliqués dans des meurtres et des cérémonies blasphématoires, vous imaginez les dégâts? Les fidèles perdraient encore plus confiance. Les ennemis de l'Église en profiteraient. Donc, vous préférez le mensonge ? Demanda Marguerite. Vous préférez cacher la vérité pour protéger une institution ? Je préfère protéger la foi de millions de personnes, répondit Castellane calmement. Si le prix est de garder secret les péchés d'hommes morts il y a longtemps, c'est un prix que je suis prête à payer. Le cardinal Mercier ne pensait pas comme vous, dit Marguerite. Le visage de Castellane se durcit. Le cardinal Mercier était un vieil homme perturbé par la maladie. Il a fait une erreur que nous sommes maintenant obligés de corriger. L'un des hommes de Castellane s'avança, tendant la main pour prendre le livre. Thomas se plaça devant Marguerite. « Ne la touchez pas, dit-il fermement. « Monsieur Garnier, dit Castellane, je vous conseille de ne pas rendre la situation plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Nous ne voulons faire de mal à personne. Nous voulons simplement récupérer ce qui appartient à l'Église. » « Non, dit Marguerite avec détermination, ce n'est pas à l'Église, c'est au peuple, à l'histoire. » Castellane fit un geste. 2 de ses hommes s'avancèrent. Thomas se mit en position défensive, mais il était évident qu'il ne faisait pas le poids contre 2 hommes beaucoup plus grands et entraînés que lui. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix résonna depuis l'entrée opposée de la rotonde, une autre sortie que Marguerite n'avait pas remarquée. « Je ne crois pas que vous ayez l'autorité pour faire ça, père Castellane. » Tout le monde se retourna. Un homme âgé se tenait là, soutenu par une canne, accompagné de 2 plus jeunes en costume. Malgré la lumière faible, Marguerite reconnut immédiatement le col romain. « Cardinal Beauvais, » dit Castellane, visiblement surpris et mal à l'aise. « Je ne savais pas. Que faites-vous ici »
Le même chose que vous, apparemment, répondit le cardinal Beauvais, un homme de 70 ans environ, au visage ridé, mais aux yeux perçants. Sauf que moi, je suis ici pour m'assurer que la volonté du cardinal Mercier soit respectée. Castellane sembla perdre contenance pour la première fois. Éminence, avec tout le respect que je vous dois, le cardinal Mercier n'avait plus toutes ses facultés. Ce qu'il a fait, interrompit le cardinal Beauvais d'une voix forte qui résonna dans la rotonde, était juste et nécessaire. J'ai travaillé avec Jean-Louis Mercier pendant 40 ans. Il était le plus intègre d'entre nous tous. Si, face à la mort, il a choisi la vérité plutôt que le secret, qui sommes-nous pour le contredire? Mais les conséquences, commença Castellane. Les conséquences? Le cardinal s'approcha lentement, s'appuyant sur sa canne. Laissez-moi vous dire quelque chose, père Castellane. Vous êtes jeune, vous pensez que l'Église se protège en cachant ses péchés, mais vous vous trompez. L'Église se détruit elle-même en faisant cela. Chaque secret gardé, chaque vérité cachée érode un peu plus notre crédibilité, notre autorité morale. Il se tourna vers Marguerite. Mademoiselle Beaumont, je présume? Elle hocha la tête, trop étonnée pour parler. Jean-Louis m'a parlé de vous avant de mourir, dit le cardinal doucement. Il croyait que la Providence vous avait mise sur son chemin, que vous étiez la bonne personne pour révéler ces vérités. Je partage sa foi. Éminence, insista Castellane, vous ne pouvez pas... Si, je peux, dit fermement le cardinal Beauvais. En tant que cardinal de Paris, j'ai l'autorité finale sur ces questions. Mademoiselle Beaumont, monsieur Garnier, vous êtes libre de partir, avec les documents. Marguerite et Thomas échangèrent un regard incrédule. Castellane, quant à lui, semblait partagé entre l'obéissance et la rébellion. Mais, ajouta le cardinal, je vous demande une chose. Prenez le temps de rassembler toutes les confessions. Authentifiez-les correctement, scientifiquement, puis quand vous les rendrez publiques, faites-le avec contexte et nuance. Ces documents révèlent des crimes horribles commis par des membres du clergé, mais ils ne représentent pas l'Église dans son ensemble. Comprenez-vous? Je comprends, dit Marguerite. Je suis historienne. Mon travail est de présenter les faits dans leur contexte, pas de juger ou de condamner. Le cardinal sourit tristement. Alors, nous nous comprenons. Il se tourna vers Castellane. « Père, vous et vos hommes allez maintenant escorter mademoiselle Beaumont et monsieur Garnier en toute sécurité hors des catacombes. Est-ce clair ?» Castellane serra les mâchoires, mais finit par hocher la tête. « Oui, Éminence. » 1 heure plus tard, Marguerite et Thomas émergeaient à la surface dans la nuit parisienne. Ils avaient le 3e livre. Castellane et ses hommes les avaient effectivement escortés jusqu'à la sortie, avant de disparaître en silence dans la nuit. « Je n'arrive pas à y croire, » dit Thomas, en respirant l'air frais avec soulagement. « Un cardinal, qui nous aide. Le cardinal Mercier a eu plus d'influence que nous ne le pensions, » dit Marguerite. « Il a convaincu au moins un autre membre de la hiérarchie avant de mourir. » Ils retournèrent à l'appartement de Marguerite. Là, à la lumière, ils examinèrent la 3e confession. Comme les précédentes, elle contenait des noms, des dates, des accusations détaillées. Mais celle-ci révélait quelque chose de différent. Non seulement des crimes individuels, mais une organisation systématique. Selon cette confession, l'archevêché lui-même avait créé un réseau secret d'informateurs et d'agents, utilisant les services de Catherine Deschays comme couverture. Quand des prêtres devenaient problématiques, trop ambitieux, trop curieux ou simplement gênants politiquement, ils étaient éliminés de manière qui semblait naturelle. Maladie soudaine, accident, disparition mystérieuse. Catherine Deschays n'était pas une sorcière agissant seule, elle était l'instrument d'une machine de pouvoir qui dépassait largement le monde criminel. « Mon Dieu !» murmura Thomas en lisant, « c'est encore pire que ce que nous pensions. » Marguerite hocha la tête gravement. Il restait 2 confessions à trouver, 2 pièces supplémentaires du puzzle, et elle avait la sensation que les révélations les plus choquantes étaient encore à venir. Elle regarda l'heure, 3h du matin. Dans quelques heures, le jour se lèverait sur Paris. Mais pour Marguerite, l'obscurité semblait s'épaissir à mesure qu'elle approchait de la vérité complète. Qui était vraiment Catherine Deschays?
une criminelle, une victime, un pion dans un jeu plus vaste. Et qui était Marguerite elle-même, une simple archiviste, ou l'héritière d'un héritage terrible, destiné depuis toujours à révéler les secrets que son ancêtre avait cachés 3 siècles plus tôt? Ces questions la hanteraient jusqu'au petit matin. Quand épuisée, elle finirait par s'endormir sur son canapé, le livre serré contre sa poitrine, rêvant de flammes et de secrets enfouisés dans l'obscurité. 2 semaines s'étaient écoulées. Marguerite et Thomas avaient réussi, avec l'aide discrète du cardinal Beauvais, à localiser et récupérer les 2 dernières confessions. La 4e avait été trouvée dans les archives secrètes du palais de justice, cachée dans un double fond d'une armoire contenant des dossiers du XVIIe siècle. La 5e et dernière était la plus difficile d'accès, murée dans les fondations de l'ancienne Bastille, maintenant sous la place de la Bastille, accessible uniquement par les tunnels du métro parisien. Maintenant, début décembre 2005, Marguerite était assise dans une salle de conférence des Archives nationales, face à un comité de 5 historiens renommés, un représentant du ministère de la Culture et le cardinal Beauvais lui-même. Sur la table devant elle, les 5 livres, soigneusement conservés dans des pochettes de protection. Les 3 dernières semaines avaient été un tourbillon d'analyse. Datation au carbone 14, confirmant que les documents dataient bien du XVIIe siècle. Analyse de l'encre correspondant aux compositions utilisées à cette époque. Comparaison de l'écriture avec des documents connus de Catherine Deschailles et du père Augustin Renard. Vérification historique de chaque nom, chaque date, chaque événement mentionné. Tout concordait. Les confessions étaient authentiques. Monsieur Lavigne présidait la réunion. « Madame Beaumont, dit-il formellement, pouvez-vous résumer pour le comité ce que ces documents révèlent ?» Marguerite se leva, son cœur battant. C'était le moment pour lequel elle avait travaillé pendant 1 mois. Elle ouvrit son ordinateur portable et projeta sur l'écran une présentation qu'elle avait méticuleusement préparée. « Ces 5 confessions, commença-t-elle, écrites par Catherine Deschailles, dite la Voisin, dans les jours précédant son exécution en février 1680, révèlent une vérité que l'Église catholique a cachée pendant plus de 3 siècles. Elle cliqua sur la première diapositive, montrant un arbre de connexion entre différentes figures historiques. Il dit premièrement, Catherine Deschailles n'agissait pas seule. Elle était au centre d'un réseau qui incluait non seulement des nobles et des courtisans, mais aussi des membres du clergé à tous les niveaux. Au moins 37 prêtres, 8 abbés, 4 évêques et 2 cardinaux sont nommés dans ces confessions comme ayant soit commandé ses services, soit participé à ses cérémonies, soit utilisé ses poisons. Un murmure parcourut la salle. Le cardinal Beauvais resta impassible, mais ses mains serraient fortement la coudoir de sa chaise. Deuxièmement, continua Marguerite, l'archevêché de Paris, sous la direction de François de Harlay de Champvallon, non seulement connaissait les activités de Catherine Deschailles, mais les utilisait activement. Elle était devenue un instrument de politique interne de l'Église. Quand des prêtres devenaient problématiques, on recourait à elle. Quand des secrets devaient être obtenus, on l'utilisait. Elle était en quelque sorte un agent secret de l'archevêché. Elle fit défiler les diapositives, montrant des extraits traduits et annotés des confessions, des références croisées avec des documents historiques connus, des morts suspectes d'ecclésiastiques qui correspondaient aux descriptions données par Catherine Deschailles. Troisièmement, dit-elle en regardant le cardinal Beauvais directement, quand l'affaire a menacé d'éclater publiquement à cause de l'implication de Madame de Montespan, maîtresse du roi, l'Église a délibérément orchestré un cover-up. Catherine Deschailles a été sacrifiée. Son procès a été contrôlé pour éviter que certains noms soient mentionnés. Ses complices les plus dangereux, c'est-à-dire ceux qui pouvaient témoigner contre des membres du clergé, ont été mystérieusement éliminés avant de pouvoir parler. Et ses confessions véritables ont été fragmentées et cachées. Elle fit une pause, laissant l'information être absorbée. Quatrièmement, reprit-elle, et c'est peut-être le plus troublant, Catherine Deschailles elle-même était issue d'une famille respectable. Sa mère était une Colbert, liée de loin à la famille du grand ministre.
Cette information a été délibérément effacée des archives officielles pour éviter d'embarrasser une des familles les plus puissantes de France. On a fait d'elle une simple criminelle, une sorcière de bas étage, alors qu'en réalité, elle avait des connexions dans la haute société. Marguerite cliqua sur la dernière diapositive, l'arbre généalogique qu'elle et Thomas avaient reconstitué. « Et enfin, dit-elle d'une voix qui tremblait légèrement, Catherine Deschays avait une fille, Marguerite Monvoisin. Cette fille a été exilée, son nom changé, son identité effacée. Mais la lignée a continué, et cette lignée, elle montra la ligne qui descendait jusqu'en bas de l'arbre, mène jusqu'à moi. Le silence dans la salle était absolu. Tous les yeux étaient fixés sur elle. « Je suis la descendante directe de Catherine Deschays, dit Marguerite clairement. De la 10e génération. Le cardinal Mercier le savait, c'est pourquoi il a voulu que ce soit moi qui trouve ces documents. Il croyait que j'avais le droit de connaître la vérité sur mon ancêtre, et il croyait que le monde avait le droit de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé pendant l'affaire des poisons. » Elle s'assit. Le silence persista pendant quelques secondes encore, puis les questions fusèrent. Les historiens voulaient vérifier certains détails, examiner les documents de plus près, comprendre les implications historiques. Le représentant du ministère voulait savoir comment cette découverte serait présentée au public. Et le cardinal Beauvais. Le cardinal restait silencieux, perdu dans ses pensées. Finalement, après 2 heures de discussion, Lavigne leva la main pour demander le silence. Je crois que nous avons tous besoin de temps pour absorber ces informations et décider de la meilleure façon de procéder. Il se tourna vers Marguerite. « Madame Beaumont, au nom des Archives nationales et de la République française, je vous remercie pour votre travail exceptionnel. Ces documents seront conservés et étudiés avec tout le soin qu'ils méritent. Quant à leur publication, si je puis me permettre, interrompit le cardinal Beauvais en se levant péniblement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Je voudrais dire quelques mots. Il s'avança vers la table où étaient disposés les 5 livres. Il les regarda longuement, puis regarda Marguerite. « Mademoiselle Beaumont, dit-il d'une voix grave, vous avez accompli quelque chose de remarquable. Vous avez révélé une vérité que mon institution a cachée pendant plus de 3 siècles. En tant que représentant de cette institution, je devrais peut-être vous en vouloir. Mais je ne le fais pas. » Il prit une profonde inspiration. L'Église catholique a survécu à 2000 ans d'histoire. Elle a survécu à des persécutions, des schismes, des guerres, des scandales. Elle survivra à ceci aussi, non pas en cachant la vérité, mais en l'affrontant. Il se tourna vers le comité. Au nom de l'archevêché de Paris, et avec l'autorisation du Vatican que j'ai obtenue hier, je déclare que l'Église catholique ne s'opposera pas à la publication de ces documents. Plus encore, nous coopérerons pleinement avec les historiens pour les contextualiser et les comprendre. Des murmures surpris parcoururent la salle. Cependant, continua le cardinal, je demande que cette publication soit accompagnée d'un contexte historique approprié, que l'on explique que les actions de ces hommes, aussi horribles soient-elles, ne représentaient pas l'Église dans son ensemble, que des milliers de prêtres honnêtes et dévoués servaient Dieu pendant que ces quelques individus trahissaient leurs vœux. C'était déjà mon intention, Éminence, dit Marguerite. Je suis historienne, pas polémiste. Le cardinal sourit tristement. Alors, nous sommes d'accord. Il regarda les livres encore une fois. Ces confessions révèlent des péchés terribles. Mais peut-être, en les révélant enfin, en les affrontant honnêtement, l'Église peut commencer à vraiment se purifier. Le cardinal Mercier croyait cela. Je choisis de croire cela aussi. La réunion se termina peu après. Marguerite resta seule dans la salle de conférence, regardant les 5 livres qui avaient bouleversé sa vie. Thomas entra, portant 2 cafés. « Alors, dit-il en lui entendant un « c'est terminé » ?« Non, répondit Marguerite en secouant la tête. C'est juste le début. Maintenant vient le vrai travail. Traduire, annoter, contextualiser, publier. Ça va prendre des années. Mais toi, comment te sens-tu » Marguerite réfléchit un moment. « Étrange, dit-elle finalement. Toute ma vie, j'ai étudié le XVIIe siècle comme quelque chose d'extérieur,
d'objectif. Maintenant, je sais que c'est une partie de moi, que la femme qui a été brûlée vive il y a 325 ans est ma famille, que son sang coule dans mes veines. Ça change ton regard sur elle? Oui et non, répondit Marguerite. Je ne peux pas excuser ce qu'elle a fait. Elle a tué des gens. Elle a participé à des cérémonies horribles. Mais maintenant, je comprends mieux comment elle en est arrivée là. Comment le système l'a utilisée, puis l'a trahie. Elle n'était pas un monstre né. Elle était une femme qui a fait des choix terribles dans des circonstances extraordinaires. Thomas hocha la tête. Tu vas écrire sur elle? Sur ton lien avec elle? Je ne sais pas encore, admit Marguerite. D'un côté, c'est une partie essentielle de l'histoire. Comment ces confessions ont été découvertes? Pourquoi elles ont été découvertes maintenant? Par qui? D'un autre côté, je ne veux pas que l'attention se porte sur moi plutôt que sur les documents eux-mêmes. Ils restèrent silencieux un moment, buvant leur café. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit finalement Marguerite. Dans sa dernière confession, la 5e que nous avons trouvée sous la Bastille, Catherine Deschès a écrit quelque chose qui m'a vraiment touché. Quoi donc? Marguerite sortit son téléphone et trouva la photo qu'elle cherchait. Elle lut à voix haute. À celui ou celle qui trouvera ces mots des siècles dans le futur, sachez que je ne demande pas le pardon. Je ne mérite pas le pardon. J'ai fait trop de mal, causé trop de souffrance. Mais je demande qu'on se souvienne de moi, non pas seulement comme un monstre, mais comme un être humain qui a vécu dans des temps sombres et a fait des choix sombres. Que mon histoire serve d'avertissement. Quand des institutions puissantes cachent leurs péchés et utilisent les gens comme instruments, tout le monde devient complice. Les victimes deviennent bourreaux. Les bourreaux se déguisent en victimes, et la vérité se perd dans l'obscurité. Si vous lisez ceci, c'est que l'obscurité a finalement cédé à la lumière. C'est tout ce que je peux espérer. Catherine Beaumont, Deschès, mon voisin, 21 février 1680. Marguerite sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle a signé de son nom de jeune fille, Beaumont. Comme si à la fin elle voulait redevenir celle qu'elle était avant que tout ça commence. Thomas posa une main sur son épaule. Tu lui as donné ce qu'elle voulait, la lumière après l'obscurité. 6 mois plus tard, en juin 2006, les Archives nationales organisèrent une exposition extraordinaire. L'affaire des poisons, secrets révélés. Les 5 confessions de Catherine Deschès y étaient présentées pour la première fois au public, accompagnées de documents contextuels, d'analyses historiques et d'œuvres d'art de l'époque. L'exposition fit sensation. Les médias français et internationaux en parlèrent pendant des semaines. Des historiens débattirent des implications. L'Église catholique publia un document officiel, reconnaissant les crimes de certains de ses membres au XVIIe siècle, et présentant des excuses posthumes aux victimes. Marguerite Beaumont devint célèbre malgré elle. Elle donna des conférences, écrivit des articles, participa à des documentaires, mais elle insistait toujours pour ramener l'attention sur les documents eux-mêmes, sur l'histoire qu'ils racontaient, plutôt que sur elle. Le père Castellane fut discrètement muté dans une paroisse rurale. Le cardinal Beauvais, quant à lui, gagna le respect même de ceux qui critiquèrent l'Église pour son choix courageux de la transparence. 1 an plus tard, Marguerite publia un livre, « Les confessions de la voisin, vérité et corruption dans la France de Louis XIV ». Le livre devint un best-seller. Dans l'introduction, elle écrivit « Cette histoire aurait pu rester enfouie pour toujours. Mais un homme mourant a choisi la rédemption sur le secret. Un cardinal courageux a choisi la vérité sur la commodité. Et moi, descendante d'une femme condamnée il y a plus de 3 siècles, j'ai choisi d'honorer leur courage, en révélant une histoire qui est à la fois terrible et nécessaire. Catherine Deschès n'était ni une héroïne ni une simple monstruosité. Elle était un produit de son temps, un temps où le pouvoir corrompt et où les institutions protégeaient leurs intérêts avant tout. En cela, son histoire n'est pas seulement celle du XVIIe siècle, c'est un avertissement pour tous les temps, y compris le nôtre. À mon ancêtre, tu as attendu 326 ans que quelqu'un raconte ta vraie histoire. La voici enfin. Puisses-tu trouver la paix que tu n'as pas eue de ton vivant.
Par une chaude soirée d'été 2007, Marguerite se tenait devant le monument marquant l'emplacement approximatif de l'ancienne place de Grève, où Catherine Deschèzes avait été exécutée. C'était maintenant la place de l'Hôtel de Ville, un espace ouvert et lumineux où des touristes et des Parisiens se promenaient, inconscients de l'histoire sanglante sous leurs pieds. Elle tenait dans sa main une rose rouge. Elle la déposa sur le sol, murmurant « Pour toi, Catherine, ton histoire est enfin racontée. » En rentrant chez elle ce soir-là, marchant le long de la Seine sous le ciel parisien qui s'assombrissait, Marguerite réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis ce matin de novembre où elle avait découvert les caisses mystérieuses. Elle avait trouvé plus que des documents historiques. Elle avait trouvé son propre passé, sa propre identité. Elle avait appris que l'histoire n'est pas seulement ce qui est écrit dans les livres, mais ce qui vit dans le sang, dans la mémoire collective, dans les secrets que les générations se transmettent sans même le savoir. L'obscurité avait régné pendant 3 siècles, mais la lumière avait finalement percé. Et dans cette lumière, la vérité pouvait enfin être vue, comprise et acceptée, aussi sombre et troublante soit-elle. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.